La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. L'année 2019 sera l'année des véhicules utilitaires sport électriques. Le Hyundai Kona électrique sera très prometteur et très en demande. Tesla domine les ventes de véhicules électriques au Canada en juin. On pourra maintenant traverser la Colombie-Britannique d'est en ouest grâce à un réseau de bornes de recharge rapide. Nordressa livre un camion de déménagement 100% électrique. On parle de la façon de planifier un voyage aux États-Unis, autant pour l'itinéraire que les réseaux de bornes de recharge. On parle d'un nouvel outil hyper performant qui permettra de calculer nos charges et nos recharges avec un véhicule électrique. Tout ça et bien plus encore dans ce 38e épisode du balado Silence on roule. Nous avons gradué, c'est le temps des vacances, la saison pour s'aimer. Allons sur le sable chaud, tout près de la mer. Près de toi, je suis si bien, sans toi je ne peux vraiment rien, c'est le temps des vacances. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie et passion que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux véhicules électriques. Et vous l'aurez deviné avec la chanson d'entrée, c'est une émission toute spéciale aujourd'hui dédiée aux vacances. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est le début des miennes, ça commence aujourd'hui, je suis bien content. Je vous annonce que le podcast va faire relâche pour une période d'1 mois. Soyez pas trop tristes. Moi, en fait, je vais sûrement m'en ennuyer, mais en même temps, les vacances, c'est le temps de se ressourcer, de faire le plein. Donc, je vais en profiter un peu de mon côté là, pour me changer les idées, puis vous revenir là, dans 1 mois avec de plein de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, de nouvelles idées pour vous donner de l'information et vous entretenir des voitures électriques. Également, puisque c'est un thème vacances, aujourd'hui, on n'a pas un, mais bien 2 invités qui vont nous traiter d'un sujet en lien avec les vacances. Le premier va nous expliquer comment planifier, prévoir et organiser nos voyages, nos longs déplacements avec un véhicule électrique. Est-ce qu'il y a des précautions différentes à prendre? Comment on doit s'organiser pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Donc, on va traiter de tout ça avec mon premier invité. Le deuxième, lui, va nous parler d'un outil informatique qui permet de planifier nos voyages en se faisant aider par cet outil, justement, qui va nous dire où sont les bornes sur notre chemin. Il va nous suggérer là, un trajet et va nous permettre de nous organiser tout en étant certain de l'autonomie de notre véhicule entre chacune des recharges. Donc, je pense que c'est un autre sujet bien en lien avec les longs déplacements, les vacances, qui devrait vous animer. Je vous rappelle que notre balado est diffusé à toutes les 2 semaines. La meilleure façon de l'écouter, c'est d'être abonné via soit le iTunes Store ou encore Google Play et de les écouter avec votre appareil ou votre application de balado-diffusion préférée. Pourquoi y aller par balado-diffusion? Parce que vous allez les recevoir avant. Donc, bien sûr, vous pouvez aller sur le site web de l'AVEQ et de les écouter là, mais c'est plus intéressant de s'y abonner parce que vous les recevez directement sur votre appareil. Aucun téléchargement à faire de votre part, ça va rentrer tout seul. Vous avisez que le balado est rentré. Et en plus, vous allez l'avoir en primeur là, 1 à 2 journées avant les autres. Moi, de mon côté aussi, ça me permet d'avoir un meilleur suivi de l'auditoire, des gens qui sont abonnés, puis tout ça. Donc, du point de vue statistique, pour moi, c'est assez intéressant. Je vous rappelle également que si vous allez sur le iTunes Store et que vous cherchez le balado, donc Silence on roule, et puis que vous me cotez avec 5 étoiles, bien évidemment, ça me fait remonter dans la cote de popularité, ce qui a pour effet de faire ressortir le balado en haut de la liste et ainsi le faire connaître au plus grand nombre d'auditeurs possible et de m'aider là, dans mon humble mission de démocratiser et d'informer les gens sur les voitures électriques. Alors, puisqu'on a 2 invités aujourd'hui et que je veux leur laisser le maximum de temps, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les nouvelles dans le monde de l'électromobilité.
Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Alors, l'année 2019 sera une année toute particulière. En fait, ce sera l'année des véhicules utilitaires sport, les VUS. Jusqu'à maintenant, on sait que c'est pas tellement ça qui était très populaire dans les voitures électriques, du moins celles proposées par les manufacturiers. On a surtout eu des petits véhicules électriques avec haillons arrière. On a bien sûr eu certaines voitures de luxe, la Model X de Tesla. Mais cette année, on parle de 4 à 9 VUS électriques qui devraient être, je dis cette année, mais des modèles 2019 en fait, qui devraient voir le jour, dont la Jaguar I-Pace, la e-tron d'Audi, la EQC de Mercedes, la Volvo XC40, la BMW iX3, la Hyundai Kona, la Kia Niro. Et actuellement, on sait qu'il y a le Mitsubishi Outlander PHEV qui est la seule option disponible sur le marché. Donc, depuis son lancement, la Mitsubishi Outlander a été très populaire et elle s'est vendue à plus de 100 000 modèles, 100 000 unités. Les précommandes pour la Hyundai Kona électrique ont débuté, en fait, et ça s'est fait très rapidement quand Hyundai Canada a ouvert les réservations pour son Kona électrique, alors qu'elle sera disponible au Québec cet automne seulement et en quantité très limitée. Il a été recommandé de ne pas attendre et de passer les commandes le plus rapidement possible. Un dépôt de 1 000 $ remboursable était généralement requis. La Kona électrique 2019, on vous le rappelle, offerte en précommande depuis le 4 juillet, est le modèle Ultimate, qui est avec les sièges en cuir, le système de son infini 8 haut-parleurs, la batterie de 64 kWh et la recharge de 5 kW, mais qui accepte en pratique jusqu'à 200 ampères à 80 kW. Le toit ouvrant et tous les accessoires électroniques normalement disponibles sur les modèles haut de gamme. Il n'y a aucun prix canadien officiel qui a été dévoilé par le manufacturier, mais en Europe, on estime cependant que le prix de départ est autour de 30 000 livres sterling, soit un peu plus de 52 000 $ canadiens. À faire attention, on ne peut pas nécessairement faire la transposition monétaire parce que le prix des véhicules varie beaucoup d'un pays à l'autre. Si vous désirez faire partie des premiers, il est peut-être un peu tard, mais on vous suggère quand même de précommander s'il y a encore des précommandes disponibles pour le véhicule. Selon les informations, seuls les véhicules en précommande seront livrés au Canada. Il sera donc impossible pour la plupart d'entre vous d'en obtenir en vous rendant directement chez le concessionnaire. C'était à prévoir, mais la prophétie se réalise. Tesla a dominé la vente de véhicules électriques au Canada en juin. Les véhicules électriques du Canada représentaient près de 3% des ventes selon l'ensemble des ventes de véhicules faites au pays, grâce surtout à l'augmentation de la vente et de la livraison des Model 3 de Tesla. Comme le manufacturier californien est souvent évasif sur les livraisons de ses véhicules, les données de juin ne seront disponibles qu'à la fin du mois de juillet. Il faut cependant noter que la compétition est aussi souvent très évasive sur ce sujet. Il sera prochainement possible de traverser la Colombie-Britannique d'est en ouest en véhicule électrique grâce à un beau réseau de bornes de recharge rapide, car la société d'État BC Hydro a complété la deuxième phase de son réseau de recharge rapide pour véhicules électriques. C'est 28 nouvelles stations rapides qui permettent maintenant de relier l'Alberta de la côte ouest, à Tofino, au réseau de la Colombie-Britannique et ça compte maintenant au total de 58 bornes de recharge sur ce réseau. Cette deuxième phase a permis d'intensifier l'offre de recharge dans la région métropolitaine de Vancouver et de mieux couvrir la région de l'île de Vancouver et de East Kootenay. BC Hydro passera maintenant à la troisième phase de son projet de développement de son réseau de recharge rapide pour assurer une couverture du nord au sud, de Kamloops jusqu'à Prince George, c'est plus de 500 km, et éventuellement jusqu'à Prince Rupert à 700 km de plus. Maintenant, probablement, la nouvelle qui a fait couler le plus d'encre dans les 2 dernières semaines, c'est la nouvelle à l'effet que l'Ontario met fin au programme d'encouragement pour véhicules électriques et hydrogène pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, c'est le 3 juillet 2018 où l'Ontario a annulé le programme de plafonnement
et d'échange dans le cadre de son engagement à réduire le prix de l'essence de 10 cents le litre et à réduire le coût pour les familles et les entreprises de l'Ontario de 1,9 milliard de dollars par année. Étant donné que le programme d'encouragement pour les véhicules électriques et à hydrogène et le programme d'encouragement pour les infrastructures de recharge et de véhicules électriques sont financés par le produit du programme de plafonnement et de l'échange, ces programmes sont donc par le même fait annulés. Les demandes provenant des concessionnaires, des propriétaires de voitures ou des propriétaires potentiels de voitures ne seront acceptées qu'à l'une des conditions suivantes. Donc, le véhicule admissible a été livré au consommateur immatriculé et plaqué au plus tard le 11 juillet, afin qu'ils puissent recevoir la subvention, bien entendu, et que les stocks que les concessionnaires ont sur leur terrain ou les commandes passées par les concessionnaires avec les fabricants au plus tard le 11 juillet seront également honorés aux fins de subvention, à condition que les véhicules soient livrés aux consommateurs immatriculés et plaqués au plus tard le 10 septembre. Évidemment, l'AVEQ déplore cette position du gouvernement qui constitue un recul dans la lutte au changement climatique. Bien entendu, depuis un an, on sentait, nous, un effet négatif du fait de cette subvention-là en Ontario, c'est que les manufacturiers fabriquant tellement peu de véhicules, la majorité des véhicules est envoyée en Ontario, ce qui a créé une très grande pénurie de véhicules électriques au Québec. On peut présumer, même s'il n'est pas très éthique de se réjouir du malheur de nos voisins, que l'annulation de la subvention en Ontario va avoir pour effet de rendre plus de véhicules disponibles pour le Québec. Donc, c'est une mince consolation, mais au moins, on se rabat sur ce qui nous reste. Un nouveau projet à l'essai, un projet de vélo à assistance électrique en libre service sur le territoire de Laval a été inauguré il y a de cela quelques jours par la Société de transport de Laval et l'entreprise beauceronne Bowigen. Ils ont annoncé en effet la mise en place de Bowigen Laval. Les deux sociétés québécoises s'unissent et vont permettre la réalisation de cette initiative qui est en vigueur aux 4 coins du réseau de la Société de transport de Laval, donc des stations intermodales de la Concorde et le terminus Cartier, Montmorency et le Carrefour. Avec ses 40 vélos disponibles, Laval devient la première ville des grandes régions métropolitaines à faire l'essai d'un aussi important parc de réseaux de vélos électriques sur son territoire. Donc, on vous rappelle que c'est la compagnie québécoise Bowigen, le leader novateur dans l'industrie du design de vélos et de la conception de vélos en libre service, dont le concept a été implanté dans plus de 20 villes d'Europe et des États-Unis, qui est derrière ce beau projet à Laval, et ils vont assurer d'ailleurs le fonctionnement et l'entretien des vélos. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada et du Québec dans le cadre des fonds pour l'infrastructure de transport commun. Petit projet anodin, mais dont il est intéressant de parler puisqu'on se fait souvent demander qu'arrivera-t-il avec les batteries de véhicules électriques usagés ou seconde main. On apprend que le groupe EVgo, un gros réseau de bornes de recharge publiques aux États-Unis, utilise des batteries de seconde main pour construire des bornes de recharge rapide. En fait, l'opérateur de réseau de recharge EVgo a intégré des batteries de BMW i3 dans ses stations de recharge rapide. Ces batteries vont stocker de l'énergie du réseau dans les heures de pointe solaire pour pouvoir charger les véhicules en période de forte demande. Intéressant, n'est-ce pas? Finalement, une nouvelle de toute dernière heure, la compagnie québécoise Nordressa annonce qu'elle vient de faire la livraison du tout premier camion de déménagement, donc un camion pour déménageurs, 100% électrique au Canada, à l'entreprise de déménagement Miette de Montréal. Déménagement Miette a toujours su sortir des sentiers battus, offrant un service de déménagement à vélo depuis 10 ans. Ces déménageurs réputés et soucieux de l'environnement peuvent maintenant compter sur un camion 100% électrique, sans tracas et économique. Ce qui fait le succès de Déménagement Miette, c'est la qualité des gens qui y travaillent et on voulait des solutions novatrices à proposer à nos clients. Nordressa se spécialise dans la conception de systèmes de propulsion pour véhicules électriques commerciaux de classe 3 à 8 et l'entreprise collabore avec plusieurs grands joueurs de l'industrie, dont Isuzu Truck d'America, afin d'accélérer l'introduction de véhicules électriques du genre à travers le monde. Alors, félicitations à notre fleuron québécois, Nordressa. La mission de l'AVEQ se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ?
Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, pour faire suite à notre thème du jour des voyages, je suis actuellement en compagnie de Régis Holstein. Bonjour Régis. Bonjour Martin, merci de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Écoute Régis, l'intérêt que j'ai eu pour ton récit m'est parvenu en fait par le biais d'une page Facebook que tu as créée cet été au moment où avec ta famille, tu as décidé de faire un voyage en voiture électrique et puis tu avais créé une petite page à ce moment-là dans laquelle tu as relaté ou t'expliquais un peu ce qui se passait pour qu'on puisse suivre un peu l'événement. Une page qui était réservé à certains invités au début, puis que finalement, tu as rendu public. On pourra donner les détails tantôt s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais en fait, là où je voyais que c'était intéressant, c'est qu'on avait vraiment un récit bien fait, des expérimentations, des notes prises, des chiffres, vraiment de l'information très pertinente pour quiconque a l'intention de faire un long voyage en famille, avec ou des amis pendant les vacances. Puis c'était exactement de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Donc, explique-nous donc, premièrement, toi, Régis, tu conduis une voiture électrique depuis combien de temps? Exact. En fait, je suis tombé dans la marmite électrique en 2016. Pour différentes raisons, en fait, j'ai conduit différents véhicules. Mon dernier choix, en fait, s'est posé sur la Ioniq, Hyundai Ioniq, que je conduis actuellement depuis l'année dernière, et qui est, je dirais, une des plus étonnantes que j'ai eu à conduire, même si j'ai déjà conduit une Tesla, en fait, mais la Ioniq est franchement bluffante par son efficacité et sa facilité à être utilisée en fait en ville parce qu'elle est extrêmement nerveuse, fougueuse, puis bien sûr avec une excellente autonomie urbaine, mais également par son efficacité sur les autoroutes, sa petite batterie ne la bloque pas, je dirais, quasiment pas finalement sur les distances. Durant notre voyage, je pouvais sans problème compter sur 200 km entre les bornes. Et la rapidité de recharge de cette voiture-là fait en sorte que s'arrêter à une borne, c'est pas une affaire de 40 minutes pour la recharger au complet. En 25 minutes, on est quasiment à 80% si elle est quasiment vide. Donc, c'est vraiment fascinant. D'accord. Écoute, juste pour bien situer nos auditeurs, on parle de la Hyundai Ioniq. Bon, plusieurs amateurs de véhicules électriques la connaissent bien. Les néophytes la connaissent peut-être un peu moins. En fait, ça fait partie de la gamme de ce qu'on pourrait appeler des petites voitures électriques en termes d'autonomie. Par contre, étant donné qu'elle a une efficacité je dirais, qui est quasi hors norme dans le véhicule électrique actuel, ça lui donne tout de même une autonomie réelle qui est, comme tu dis, avoisine les 200 km. C'est une batterie qui a quoi, 27, 28 kWh Oui, en fait, elle a 28 utilisables d'après ce que j'ai cru lire, puis ça semble coïncider avec mes calculs également. D'accord. Et en termes d'efficacité, Régis, est-ce que tu as mesuré en termes de kilowattheure par 100 km ou toute autre déclinaison du calcul de l'efficacité? Parce qu'il y a bien des débats sur comment on devrait l'exprimer, là. Mais en fait, est-ce que c'est quelque chose que tu as mesuré concrètement lors de tes déplacements? Oui, c'est ça, absolument. Écoute, pour le trajet qu'on a fait, pour le voyage, en fait, qu'on a entrepris, l'ensemble du voyage, en fait, on est parti de Gatineau, on est passé par Montréal, on est descendu sur Boston, on est allé ensuite sur New York, on est remonté après au retour de New York vers Burlington, puis on a fait ensuite Burlington-Montréal et Montréal-Gatineau. L'ensemble, on a parcouru 2300 km, on était 5 à bord,
2 adultes, une ado, 2 enfants. Le coffre était archi plein. Et pour l'ensemble du voyage, on a consommé un total de 12,7 kWh au 100 km. Si tu veux le mettre en perspective, c'est quand même pas beaucoup, et, étant donné qu'on a quand même parcouru un relief assez varié. En fait, on a eu quelques montées assez, je dirais, à pic du côté du Vermont. On est redescendu ensuite, bien sûr. Il y avait du plat le long du littoral. Mais l'ensemble, quand même, 12,7 pour le poids total, finalement, la charge complète du véhicule, c'était quand même, j'ai trouvé très efficace. Ah oui, c'est surprenant même, je dirais. Et le voyage s'est étalé sur combien de temps, du départ de Gatineau jusqu'au retour à Gatineau? En tout, c'était 8 jours complets. OK. Ouais. Et si je te demandais... T'estimes, évidemment, quand on est en voyage, en vacances, on n'est pas toujours en mode où l'objectif est d'arriver le plus vite possible à destination. Mm-hmm. On est souvent en mode où, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a plein de points où on veut s'arrêter, qu'on veut visiter, donc on a du temps à y passer. Donc, c'est pas toujours une relation directe, là, mais est-ce que tu es capable d'évaluer le fait d'avoir fait le voyage en véhicule électrique qui t'a pris au total 8 jours? T'estimes que ça a pris combien de temps de plus dû au fait que c'était électrique? Si tu avais fait le même voyage en voiture à essence, en combien de temps tu l'aurais fait? C'est une excellente question. Écoute, c'est certain qu'on a dû suivre en fait un itinéraire quand même assez précis, parce que on a dû composer avec la réalité du réseau de recharge états-unien là, de nos amis du Sud. Si on avait suivi ce que Google Maps nous suggérait comme itinéraire le plus rapide, en partant de Gatineau par exemple, pour aller vers New York, on serait passé bien sûr complètement à l'ouest du lac Champlain, et dans ce coin-là, les Adirondacks, il n'y a aucune BRCC. Donc, et la première BRCC était quasiment dans le coin d'Albany. Donc c'était beaucoup trop bas, puis c'était inaccessible bien sûr pour la Ioniq. Donc on a dû se créer un itinéraire. Bon, comme tu l'as dit, ça cadrait avec des vacances, donc ça ne nous pose aucun problème de jouer les touristes, puis de suivre un parcours un petit peu plus bucolique, là, de voir un petit peu le paysage. Mais bon, c'est certain qu'on a dû composer avec le circuit des bornes, finalement, le circuit le plus efficace sur le plan des recharges. Pour répondre à ta question, combien ça a pris de plus de temps? Écoute, ça, honnêtement, je ne l'ai pas calculé à l'heure près. À vue de nez, en fait, pour faire le trajet Montréal-Boston, on a dû rajouter à peu près 1h30 à 2 heures peut-être, parce qu'on a suivi un certain chemin, on s'est aussi arrêté pour voir le paysage, tout ça, donc ça a rallongé un petit peu à cause de ça. Ouais. C'est quand même très bien. Écoute, tu nous as dit tantôt 2300 km de distance totale parcourue, et puis on sait également que la Ioniq te permet réalistement de faire environ 200 km entre chaque recharge. Un petit calcul rapide, ça donne 11,5 recharges. Donc, j'estime que tu as fait quoi, comme 5 ou 6 recharges aller, 5 ou 6 recharges au retour. Par contre, parfois, quand on se couche le soir, on peut se brancher pendant la nuit, on fait des recharges là, donc c'est pas des arrêts supplémentaires le jour. Sais-tu combien tu as fait d'arrêts? Est-ce que tu as calculé tes arrêts de recharge pour aller et pour revenir? Oui, c'est ça. Ben, écoute, les arrêts pour l'aller, en fait, on a essayé de faire au départ le plus de recharges du côté du Québec, parce que les tarifs étaient plus intéressants. Tiens donc. On se plaint un petit peu des fois, mais on est choyé quand même avec notre circuit électrique et les bornes, les BRCC à $10 de l'heure. Là, c'est quand même, que ce soit en Ontario, que ce soit aux États-Unis, c'est inégalé comme tarif quand même. Oui, tout à fait. Le moins cher que je peux voir, c'est les superchargeurs gratuits pour les modèles S et modèles X, mais on s'entend que c'est pas le même prix d'achat du véhicule non plus. J'ai pas la liste, écoute, complète de tous les arrêts sous les yeux. Tout est publié sur la page du site. Écoute, en moyenne, pour le trajet Montréal-Boston, si ma mémoire est bonne, on a fait 3 haltes.
une à Stansted, une ensuite un petit peu plus au sud, et la dernière à Manchester, près de Boston, qui était finalement juste une recharge d'appoint pour ne pas arriver avec 0% à la destination. Donc, je dirais 2 recharges pleines plus une recharge partielle pour Montréal-Boston. Pour la partie Boston-New York qu'on a fait plus tard dans le voyage, parce qu'on a visité Boston, puis après on est reparti 2 jours plus tard. Pour la partie donc Boston-New York, on a fait 2 arrêts, une complète, puis l'autre un petit peu plus légère en fait, pour arriver encore à destination avec quand même de l'énergie pour pouvoir se rendre à l'hôtel, puis ne pas être vraiment pris au dépourvu. Puis ensuite, sur le retour final, en fait, je dirais, on a fait... le retour final était assez intéressant parce que je pourrais te le raconter lorsqu'on parlera un petit peu des méthodes de planification. J'avais prévu plus de bornes que prévu, mais le relief m'a permis de sauter des bornes finalement. Donc, on a eu... une borne dans le coin avant Albany, une borne après entre Albany puis Burlington, puis ensuite une recharge à Burlington pour repartir vers Montréal. OK. Et tu as fait Burlington-Montréal directement? Non, avec une recharge d'appoint à Richelieu, pour ne pas être pour ne pas être à 0 là encore. Mais si j'avais été téméraire puis seul en voiture, j'aurais pu y arriver sûrement. Oui. Et est-ce que vous avez profité de vos arrêts à l'hôtel ou peu importe où vous avez séjourné pour faire des recharges dans la ville, là, par exemple à Burlington, ou même si vous avez passé plusieurs jours à Boston, est-ce qu'à Boston, vous avez rechargé sur des niveaux 2, par exemple? Exactement. Ben, écoute, moi, ce que j'avais comme priorité, bien sûr, c'était de pouvoir trouver, si possible, des stationnements en ville avec des bornes pour combiner, tu sais, le stationnement du véhicule avec une recharge, autant joindre l'utile à l'agréable. J'ai été très surpris, écoute, parce qu'à Boston, il y a un stationnement qui est en plein cœur du centre-ville, qui coûte de mémoire 5 ou 7 $ le week-end. Un stationnement qui est superbe. Et il est doté d'une dizaine de bornes de recharge gratuites ChargePoint. Donc, on a pu se stationner là. Le véhicule a déjeuné pendant toute la journée, en fait, une partie de la journée. Puis, on est reparti après de ce parking-là avec la charge complète. Donc, c'était vraiment super. Les hôtels, c'est un peu plus difficile. En fait, à notre hôtel, on a pu avoir une prise de 120 volts sur laquelle on a pu se brancher. C'est vraiment du dépannage ou juste pour, finalement, gagner quelques pourcentages pendant la nuit. Remarque, en une nuit complète, comme tu sais, on peut quand même gagner un bon 70 km assez facilement sur 10 ou 12 heures. Là. Mais bon, je suis parvenu j'ai pu trouver quand même une prise de disponible en cherchant un petit peu, et l'hôtel a accepté de me la prêter, surtout, parce que pour pas la prendre comme un sauvage quand même. Ouais. Écoute, parlons maintenant de la planification préalable. Donc, évidemment, j'aimerais savoir comment tu t'es planifié, comment tu as établi ta route pour aller y revenir, et que tu nous dises en même temps si ça a été respecté ou si pour diverses raisons, tu n'as pas respecté ta planification, si tu as eu des surprises. Tu nous en as parlé un peu brièvement, mais premièrement, comment tu as planifié le tout avant de partir? Tu es encore chez toi, l'idée germe en tête, tu dis, bon, on tire des plans. Quel type de recherche tu as fait? Quel genre de planification tu as fait? D'accord. Ben, écoute, la première chose, je crois, puis ça s'applique à tous les types de véhicules, en fait, c'est apprendre à connaître les limites de son véhicule électrique. Donc moi, déjà au préalable, je savais jusqu'où je pouvais la pousser. Je savais finalement dans des conditions de montée de côte, etc., combien est-ce qu'elle consommerait. J'avais déjà, étudié sur des parcours beaucoup plus petits, de plus petite échelle dans ma région. Puis je vais souvent aussi à Montréal et à Gatineau. Puis je suis allé à Sherbrooke également. Donc j'ai pu tester déjà le terrain, de bien connaître finalement le comportement du véhicule au départ. Ensuite, dans notre cas, si j'avais voyagé seul, comme j'avais mentionné, j'aurais été peut-être plus téméraire sur le circuit, j'aurais pris peut-être plus de risques, j'aurais peut-être étiré un petit peu plus les bornes, tu sais. Bon, là, j'avais des enfants à bord, donc j'ai mis ça aussi dans mon équation pour tracer un itinéraire, tu sais, qui
qui était, je dirais, sans surprise, parce qu'on ne veut pas rester coincé sur le bord de la route dans un pays étranger avec des enfants derrière, puis attendre la remorqueuse qui n'arrive pas. Donc, dans ce tracé-là, j'ai pris aussi en compte où se trouvaient les bornes, finalement, que je pouvais utiliser. Et surtout, j'ai essayé de privilégier des sites qui avaient plusieurs bornes, parce que, comme on le sait, ça nous arrivé à tous déjà d'arriver à une borne, à une BRCC, puis il y a déjà une personne, voire 2 personnes qui peuvent attendre. Donc, on ne voulait pas non plus se retarder à cause de ça. Aux États-Unis, il y a plusieurs sites du fournisseur EVgo qui ont de 2, 4, voire 6 bornes, surtout dans le coin Boston-New York. Donc, OK. Je t'arrête 30 secondes. Tu nous parles d'EVgo, qui est un réseau de bornes de recharge américain. Puis on va revenir aux différents réseaux là-bas. Mais tout d'abord, quand tu parles de ces recherches-là que tu as fait pour trouver où étaient les bornes, le nombre de bornes, avec quel outil tu as fait cette recherche? Alors, moi, mon outil, écoute, c'était PlugShare, et plus particulièrement le site web plugshare.com, parce que ce site-là, en fait, il y a l'application PlugShare, mais le site web offre un outil de planification vraiment très complet qui s'appelle le Trip Planner. C'est un outil où tout simplement on entre l'endroit où l'on part, on entre sa destination, et l'outil va nous tracer un itinéraire, et le long de cet itinéraire, donc on va choisir des bornes de recharge et on va bien sûr placer les bornes de façon stratégique pour ne pas dépasser la limite, je dirais, raisonnable d'autonomie du véhicule. Donc on va pas, moi par exemple, j'allais pas choisir 300 km entre mes bornes, donc je me suis gardé une marge de sécurité d'une 30-40 km à peu près. Et ce qui est merveilleux avec cet outil-là, c'est que on peut également obtenir un rapport d'élévation, donc un rapport linéaire qui nous indique entre la borne 1 et la borne 2 quel est le relief de la route. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va être plat? Et c'est extrêmement important parce que j'ai pu, grâce à ça, justement, prévoir à certains endroits un plus grand espace entre mes bornes parce que la route ne faisait que descendre quasiment. Donc la consommation était quasiment nulle. Par contre, à des endroits où je voyais que ça allait monter pas mal, je me prévoyais une borne pas trop loin après cette partie-là, parce que, bien sûr, j'aurais consommé plus d'énergie que prévu. Donc, ça a vraiment été mon outil de prédilection. Je me suis imprimé, disons, les pages de chacun de mes tronçons de route, finalement. Puis, on peut pousser ça plus loin. Bon, moi, je me suis arrêté à cet outil-là. On peut pousser plus loin jusqu'à tenir compte, par exemple, de la direction du vent, la force du vent, etc. Mais bon, je voulais pas non plus que ce soit plus compliqué que de traverser l'Atlantique en avion. Là. Donc, je me suis limité au minimum. Et honnêtement, écoute, cette planification-là, pour planifier chaque tronçon de mon parcours, donc Gatineau-Montréal, un parcours, Montréal-Boston, un autre tronçon, Boston-New York, pour chacune de ces étapes-là, ça m'a pris pas plus de 5 minutes pour planifier ma route, choisir mes bornes. Et un conseil très important, en fait, lorsqu'on choisit ces bornes, et c'est là où PlugShare est formidable, c'est qu'on peut, pour chaque borne, lire les commentaires des utilisateurs. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir une borne qui aurait pu être intéressante, mais je voyais que depuis 1 mois et demi, les gens se plaignaient que ça marchait mal, que le pistolet rentrait mal, qu'il y avait des problèmes. Donc, je me suis dit, bon, on va la sauter, puis on va en prendre une autre. Tu vois. Si j'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais été bloqué à certaines bornes, tu sais, parce que j'aurais pas été conscient des risques. On tient compte de l'expérience des autres. Exactement. Écoute, donc dans cette planification-là, lorsque tu es dans PlugShare puis que tu fais ta route et que tu vois les bornes, tu en vois une qui semble intéressante parce que, bon, il y en a plusieurs sur le même site, les commentaires sont bons. Maintenant, tu te rends compte que c'est une borne qui appartient au réseau EVgo ou qui appartient à ChargePoint ou peu importe. Alors toi, est-ce que
tu es devenu membre ou tu as dû commander, acheter? Comment ça fonctionne? Premièrement, avec quel réseau tu as fait affaire et avec quel procédé tu as fait affaire? Est-ce que tu as commandé des cartes? Est-ce que tu as payé à l'acte? Parce que là-bas, des fois, on peut payer par carte de crédit. Comment tu as fait fonctionner le tout? Exactement. Écoute, c'est certain, pour le Québec, j'avais ma carte circuit électrique. Donc là, il n'y a aucun problème. On sait comment ça marche. Quand j'ai commencé à explorer comment ça se passait au sud de la frontière, j'ai rapidement vu que la majorité des bornes que j'allais utiliser appartenaient à Ivigo. Il y avait d'autres réseaux également. Il y avait Greenlots, j'ai vu. Il y en avait comme ça 1 ou 2 autres, mais j'avais pas non plus envie que ça devienne trop compliqué. Puis, donc, je me suis finalement concentré sur le réseau qui me semblait être finalement le plus répandu dans la zone où j'allais me rendre. J'avais déjà, moi aussi, un compte ChargePoint que j'ai pu utiliser aux États-Unis. Donc, celle-là, je l'avais. Mais donc, Ivigo, comment est-ce que ça a marché? Je me suis rendu sur leur site web, ivigo.com. J'ai créé un compte sur ce site web-là. Je me suis inscrit comme utilisateur résident au Canada. Ça n'a posé aucun problème, donc j'ai créé mon compte. J'ai associé à ce compte une carte de crédit canadienne aussi. Ça a fonctionné. Je précise ça parce qu'auparavant, il y a quelques années, je sais qu'il y avait des problèmes où Ivigo n'acceptait pas les cartes canadiennes, mais apparemment, c'est réglé. Et ensuite, donc, il y a 2 types de forfaits possibles avec Ivigo. Il y a un forfait à la carte, donc ce qu'ils appellent Pay as you go. Donc, il n'y a aucun abonnement. On se rend à une borne, puis on l'active avec sa carte Ivigo ou avec l'application, puis on paye à la minute, mais à un tarif élevé. Ou bien on peut prendre un abonnement mensuel, en fait, qui est pour une durée minimale de 1 mois, qui coûte 9,99 US. Et ce 9,99 US là, finalement, n'est pas perdu parce qu'il est porté comme crédit au compte, comme un petit peu le circuit électrique où on fait en fait un paiement d'avance. Donc, ce 9,99 là permet d'avoir des tarifs à la minute beaucoup plus bas. Et quand je dis plus bas, c'est par exemple 18 sous US la minute au lieu de 30 sous. Donc, ça vaut vraiment le coup si on part pendant un long voyage, parce qu'on va réaliser des économies sur les recharges. Mais étant donné que tu savais que tu partais que quelques semaines, tu as pris un abonnement d'1 mois que tu as annulé à ton retour? Oui, c'est ça. Donc, j'ai souscrit l'abonnement 1 semaine avant pour m'assurer que ce soit en place. Puis, une fois le voyage terminé, j'ai ensuite annulé l'abonnement pour pas qu'il se renouvelle automatiquement. Donc, je l'ai vraiment pris pour cette durée-là. Et tu peux réutiliser cette même carte-là si tu retournes aux États-Unis dans 1 an. Est-ce que tu peux réactiver ton abonnement sur la même carte pour un autre mois? Absolument, absolument. Donc, en tout temps, on peut aller sur son compte Ivigo, puis on peut ajouter un abonnement pour 1 mois, finalement. Puis, lorsqu'on n'en a plus besoin, on l'annule et on fait ça, finalement, au besoin. Puis, ce qui est intéressant, donc, après avoir créé mon compte, après avoir ajouté ma carte de crédit, je leur ai demandé à travers le site web qu'ils m'envoient une carte AirFeed, donc pour pouvoir activer les bornes quand je serai sur place, comme un peu la carte du circuit électrique. Et c'était absolument gratuit. Donc, ils me l'ont envoyé par la poste. Je n'ai eu aucun frais. Puis, c'était assez important de demander cette carte-là parce que on peut aussi utiliser l'application, mais comme on ne sait pas si on est perdu au fin fond des montagnes, est-ce que notre téléphone cellulaire va fonctionner? Donc, c'était vraiment important d'avoir une carte physique pour pouvoir activer physiquement la borne. Excellent. Donc, oui. Écoute, Régis, le temps file rapidement. J'ai quand même 2 petites dernières questions à te poser. Vas-y. La première, c'est si tu avais à conseiller quelqu'un là, qui s'apprête là, au moment où le podcast sort, là, c'est pour bien des personnes le début des vacances. On a ça derrière la tête. Et là, tes bons conseils de dernière minute à quelqu'un qui veut se planifier un tel voyage, qu'est-ce que ça serait? Écoute, moi, ce que je conseillerais, c'est de ne peut-être pas l'entreprendre si on n'a jamais voyagé avec son véhicule électrique. Si on vient tout juste de passer un véhicule électrique, puis qu'on connaît pas vraiment, tu sais, ses capacités, etc. C'est quand même une aventure au début, lorsqu'on commence à utiliser ce véhicule-là pour connaître, pour savoir comment est-ce qu'il réagit, tu sais, dans des conditions de voyage. Donc, moi, ce que je dirais, c'est commencer par
par des petits voyages. Ne pas s'empêcher de voyager surtout, parce que c'est extrêmement le fun de voyager avec un VE, mais de prévoir peut-être soit un voyage dans l'autonomie du véhicule, soit peut-être un voyage qui demande 1 ou 2 recharges, mais ne pas peut-être entreprendre un voyage transcontinental la première fois. Puis, ce que je conseillerais aux gens également, c'est surtout de s'amuser, donc ne pas se concentrer surtout sur l'autonomie du véhicule. Dans mon cas précis, par exemple, mon véhicule, je sais qu'il fait entre 200 et 250 km à peu près, mais parce que j'ai planifié quand même mes bornes d'avance, etc. Je savais que j'avais amplement d'autonomie pour me rendre à ma destination. Donc, très rarement, j'ai regardé l'autonomie que m'affichait le véhicule, parce que je savais que j'y arriverais. Tu sais, donc, il faut apprendre à se détacher un petit peu de cette obsession, parce qu'en plus, sur la plupart des VE, l'autonomie est inscrite en gros chiffres devant nos yeux. Donc, il ne faut pas que ça devienne, je dirais, une obsession absolument. Donc, il faut s'amuser surtout. Il faut s'amuser. Oui, tu as tout à fait raison. Puis écoute, dernière question. Est-ce que pour toi, c'est une expérience à refaire? As-tu déjà des plans d'un autre voyage en VE? Écoute, l'année prochaine, on va sûrement tenter la Floride, bien sûr. Donc, en fait, on a 2 plans. Soit la Floride, soit le Nouveau-Brunswick, tu sais, l'Est canadien, qui est superbe également, puis qui mérite d'être vu, qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est certain qu'on va pas hésiter à pousser la barre encore plus loin, parce qu'écoute, nos véhicules sont faits pour rouler, puis ils sont absolument merveilleux. Donc, on va y aller. Puis, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? D'autant plus que le coût total, mes revenus autour de 75 $ canadiens pour toutes les recharges pour 2300 km. Alors, c'est imbattable. Essayez de battre ça. Écoute, en terminant, Régis, les gens qui voudraient aller voir la page que tu as créée et nourrie au fil de ton périple qui t'a amené jusqu'à New York, qu'est-ce qu'on doit taper dans Facebook pour trouver ta page? Écoute, l'URL est assez compliqué, parce que Facebook ajoute des chiffres et des lettres et des trucs terribles. Je ne sais pas si toi, peut-être, tu pourras la publier comme référence dans le podcast. Oui, tout à fait. Sinon, le nom que les gens peuvent entrer dans l'outil de recherche de Facebook, c'est Road Trip électrique Gatineau, New York, et ça devrait leur sortir la page en question. D'accord, puis je vais effectivement mettre le lien dans les références du podcast qu'on peut trouver sur notre site web ou encore dans votre appareil de balado-diffusion. Régis Holstein, un grand merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Merci beaucoup, et on se revoit l'année prochaine pour un autre voyage encore plus loin. Ça sera avec plaisir. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, je suis présentement en compagnie de Francis Giraldo. Bonjour, Francis. Bonjour, Martin. Francis, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler d'une application que tu as développée qui peut, ou qui pourra en tout cas, donner un bon coup de main aux électromobilistes qui veulent simuler des longs déplacements avec leur véhicule.
Ça s'appelle, ton projet, là, en fait, ça a été réalisé dans le cadre d'un projet d'études universitaires, c'est ce que j'en ai compris, mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus, nous dire comment ça s'appelle, ce que c'est, à quoi ça sert. Alors, le projet s'appelle EVNav. C'est un logiciel qui permet de planifier des itinéraires en véhicule électrique automatiquement. Donc, contrairement, par exemple, à des logiciels comme sur PlugShare, où il faut sélectionner soi-même les bornes, le logiciel va les déterminer automatiquement. Donc, on entre notre point de départ, notre destination, puis on va obtenir automatiquement la liste des endroits où il faut se recharger pour se rendre correctement. Quand tu dis « il faut se recharger », si j'ai une voiture, si j'ai une Nissan Leaf 24 kWh ou que j'ai une Chevrolet Bolt avec une batterie de 60 kWh, l'endroit où il faut que je me recharge ne sera pas la même. C'est donc que l'outil tient compte du modèle de véhicule? Oui, tout à fait. En fait, c'est tous des paramètres qui sont abstraits. Donc, on pourrait inventer un véhicule qui a une énorme batterie puis voir ça serait quoi l'impact sur le nombre de recharges, par exemple. Donc, les paramètres qui sont pris en considération, il y a la capacité de la batterie, la charge de départ, puis l'efficacité énergétique. Donc, ça nous permet de calculer efficacement le trajet. Donc, Francis, juste pour bien comprendre, on va être capable de dire, par exemple, j'ai une batterie de 40 kWh, ma voiture a une efficacité de 15 kWh au 100 km, par exemple, ou quelque chose du genre. Puis je suis chargé à tant de pourcents ou j'ai tant de kilowattheures d'énergie directement dans notre batterie au moment du départ. Exact. Et c'est à partir de là que l'application fait ses calculs. Exactement. Donc, si par exemple, on part avec une batterie qui n'est pas pleine, à ce moment-là, le planificateur va vous faire arrêter dans une station de recharge en conséquence, donc au début du trajet. Il y a également un paramètre qui est vraiment très important, c'est la réserve minimale. Donc, souvent, on va vouloir... des fois, on est très aventureux, on veut se recharger le moins souvent possible, donc on peut réduire la réserve minimale. Par contre, si, par exemple, il y a des côtes, on sait qu'il va falloir se garder toujours un peu d'énergie en réserve pour monter jusqu'en haut de la côte. Et donc, on peut augmenter ou faire varier, en fait, la réserve minimale pour être sûr de toujours avoir une réserve d'énergie. Si on prend, par exemple, une voiture moyenne comme une Leaf, puis les dénivellations maximales au Québec de 1000 mètres environ, on peut penser à quelque chose comme 4 kWh que ça prend de réserve pour monter n'importe quelle montagne au Québec. OK. Donc, tu ne tiens pas compte, juste bien comprendre, l'outil ne tient pas compte du dénivelé réel sur le déplacement, mais se garde plutôt une marge de réserve pour être capable de faire face à peu importe quel dénivelé on va avoir à croiser. C'est ça, exactement. Donc, si on veut s'assurer de jamais manquer d'énergie, puis qu'on sait qu'on est dans un terrain très montagneux, à ce moment-là, on a juste à augmenter la réserve d'énergie. Donc ça, il y a plein de paramètres aussi qui ne sont pas pris en compte, qu'il faut soi-même calculer ou estimer. Je pense par exemple, au chauffage et les conditions météo changeantes comme la pluie, le vent. Donc ça, c'est des paramètres qui, en ce moment, sont pris en compte dans la moyenne de l'énergie, mais que dans le futur, on pourrait aider l'utilisateur à calculer exactement sa quantité d'énergie utilisée. OK. Quand tu as expliqué comment fonctionne l'outil comparativement à PlugShare, donc PlugShare qui tu donnes ton point de départ, ton point d'arrivée, un rayon ou une distance à partir de la route jusqu'où tu es prêt à aller pour te charger, par exemple, un 5 km, mais il va te donner toutes les bornes qui existent le long du chemin le plus court pour te rendre où tu vas aller, puis toi, tu vas choisir à quelle borne tu vas arrêter le long du chemin. Toi, tu dis que le planificateur, tenant compte des paramètres de ta voiture, certains paramètres que tu lui donnes, donc de marge de réserve, etc., il va te dire, bon, ben regarde, pour partir du point A et te rendre au point B,
tu vas arrêter là, tu vas te charger pendant tant de temps, après ça, tu vas à telle place, tu vas charger pendant tant de temps. Quand tu m'expliques ce que fait ton application, est-ce que je me trompe ou ça ressemble un peu au planificateur d'itinéraire qu'il y a dans une Tesla, par exemple? Ah, tout à fait, Martin. C'est en fait un clone, si on veut, du planificateur de Tesla. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on utilise les bornes du circuit électrique pour faire la planification, ce que l'outil de planification des Tesla n'ont même pas. Hein. Ils n'ont pas la liste des bornes du circuit électrique dans leur planificateur. Ils ont juste les superchargers. Donc, ça peut être intéressant aussi de oui, tout à fait. Donc, c'est un peu comme le planificateur pour ceux qui n'ont pas les moyens d'une Tesla. C'est ça, bien sûr. Et là, tu nous as expliqué un peu les paramètres pris en compte, ce projet-là est né dans quel contexte? Pourquoi tu as créé ça? C'est une initiative personnelle pour ton plaisir? Ça fait partie d'un programme de recherche? Dans quel contexte ça a été créé? Alors, c'est sûr qu'à la base, c'est un besoin personnel parce que moi, j'ai une auto électrique puis j'ai besoin d'avoir cette information-là pour parcourir de longues distances. Puis, le faire à la main, c'était quelque chose de très fastidieux. Hein? Donc, je me suis dit que je pourrais faire facilement un outil informatique. C'est un problème classique en sciences informatiques, ça, d'abord, la planification de trajet. Et puis, j'ai entrepris ce projet-là avec un professeur à l'université de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et puis, il y a un étudiant, d'ailleurs, qui travaille en ce moment à l'amélioration du système, par exemple, en prenant en compte la disponibilité des bornes. Donc, les bornes qui sont beaucoup plus occupées vont avoir une certaine pénalité et puis on va rediriger les utilisateurs vers des bornes qui seraient moins occupées, donc il y a moins d'attente potentielle. Okay. Donc, Donc, vous avez accès aux données d'utilisation des bornes du circuit électrique? Oui, effectivement. On a comptabilisé l'utilisation des bornes pendant une certaine période pour établir des moyennes au niveau du jour, de la semaine, puis de l'heure. Donc, ça nous permet d'améliorer le modèle dans le futur. D'accord. Et mais vous avez des plans, je veux dire, par rapport à ce que l'outil fait maintenant, puis vers où vous voulez amener l'outil, il y a des fonctionnalités supplémentaires que vous entrevoyez, outre celles dont tu viens de parler? Oui, bien, c'est d'améliorer beaucoup la précision du calcul de la quantité d'énergie. Puis présentement, c'est sûr que là, c'est un logiciel qui nécessite une certaine expertise pour être utilisé. Donc, on veut rendre ça beaucoup plus facile avec une interface web dans le futur pour l'utiliser même par tout le monde, là. D'accord. Donc, actuellement, quelqu'un qui voudrait utiliser cette application-là, est-ce qu'il peut l'installer à la maison puis l'utiliser ou c'est pas encore, il faut attendre? C'est un logiciel qu'on peut télécharger sous forme de code source, donc c'est un logiciel libre, ouvert. Présentement, ça prend un certain nombre de librairies puis d'outils de programmation pour le faire fonctionner. Mais l'intérêt, c'est que ça fonctionne grâce à des données ouvertes. Donc, ça utilise OpenStreetMap pour les données. La base de données du circuit électrique également est fournie. Donc, on peut repartir avec toute la liste des bornes disponibles. Et puis, il y a également tous les autres outils. Là, donc, le planificateur lui-même, il est gratuit. Donc, s'il y a des gens qui ont l'intérêt technique pour l'installer par eux-mêmes, ils peuvent le faire. Sinon, dans quelques semaines, on va avoir une version sur le web là, pour les gens qui veulent simplement l'utiliser, entrer le départ, la destination, puis avoir la liste des bornes où se recharger. Ben, à l'aube des vacances, c'est certain qu'il va y avoir des gens intéressés. Pour les plus aventuriers ou les gens qui sont un peu plus familiers avec l'informatique, compte tenu que vous rendez disponibles les codes sources, tu as un site GitHub sur lequel sont les fichiers. On pourra mettre dans la documentation du podcast le lien pour ceux qui voudraient le télécharger. Mais sinon, les gens un peu moins familiers qui aimeraient plutôt utiliser une interface
assez simple, web, dans lequel on rentre des paramètres de base et puis les calculs se font. Donc, tu parles de quelques semaines. Donc, quand ce sera disponible, j'imagine que tu vas nous aviser. On pourra le rendre disponible, là, voire même créer des liens via le site web de l'AVEC là, pour que les gens puissent le consulter. Donc, ce que je comprends, c'est que l'outil va être... c'est pas nécessairement une question... une question de précision, donc beaucoup plus précis que ce que propose PlugShare, mais au-delà de ça, c'est que ça ne fait pas juste suggérer une route, puis montrer les bornes sur le chemin, ça va dire à quelle borne arrêter, puis combien de temps se charger à chacune d'elles pour optimiser le trajet. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Je me souviens d'avoir utilisé PlugShare pour planifier un trajet entre Montréal et Québec. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de borne à Drummondville. Donc, il fallait absolument passer par la 40. Alors que le chemin le plus court qui est donné par PlugShare, c'est celui qu'on parcourrait normalement en véhicule à essence. Et il nous faisait passer par la 20, ce qui est impossible à réaliser, ce qui était impossible à réaliser avant l'utilisation de cette borne-là. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de forcer le chemin vers là où est-ce qu'il y a des bornes, puis en même temps de calculer dans le trajet le temps de recharge. Donc, c'est le trajet optimal, dans le fond, qu'on obtient grâce à cet outil-là. Est-ce que vous allez aller aussi loin que de tenir compte de la vitesse de la recharge compte tenu de l'état de charge de départ de la batterie? C'est-à-dire qu'une Leaf 24 kWh qui est complètement vide va charger beaucoup plus vite que la même batterie qui serait à 60% de charge, par exemple. Oui. Présentement, on a un autre projet qui s'appelle DCFC, Direct Charging, Fast Charging, Direct Current Fast Charging. C'est un logiciel qui permet de prédire le temps de recharge par rapport à l'état de la batterie. Donc, on a toutes les données pour les modèles populaires et effectivement, le logiciel, avec cette information-là, va privilégier les recharges avec des états de batterie le plus bas possible, mais toujours en respectant la contrainte de réserve minimale. D'accord. Donc là, on va vraiment tomber dans de l'optimisation de haut niveau. Là. Oui. Je pense pas à ce moment-là que, même en le calculant à la main, on va pouvoir obtenir un meilleur résultat. Que celui-là. En tout cas, ce que je trouve intéressant, Francis, c'est de voir qu'il existe des solutions, ou en tout cas qu'il existe des gens qui planchent sur des solutions pour être capable de faciliter un peu la vie puis optimiser les déplacements. Évidemment, on sait qu'on vit une problématique qui est probablement conjoncturelle à l'époque où on est. Les autos électriques n'ont pas des autonomies, en tout cas de façon générale, de 500 km et plus. Et les nombres de bornes de recharge ne sont pas disponibles à toutes les 2 km. Si ces deux conditions-là étaient réunies, on ne se parlerait probablement pas aujourd'hui. Mais étant donné que l'état de la situation est celle-là, donc on doit prévoir des arrêts parce que la recharge, l'état de la capacité de charge de notre batterie ne nous permet pas de faire des super longues distances. Donc, on doit prévoir arrêter. Et qu'en plus de surcroît, contraintes supplémentaires, les bornes ne sont pas toujours là où il faudrait, où on veut, on se doit de faire un minimum de planification. Un peu plus tôt, tout à l'heure, on parlait avec Régis qui nous expliquait, lui, comment il a planifié puis qu'il a essayé de passer outre ça en planifiant son trajet avec des bornes. Puis lui, il l'a fait à la mitaine un peu, dans le sens où il a regardé où étaient les bornes. Puis il s'est pris un chemin qui n'était pas le plus court, mais qui était le plus logique compte tenu de là où étaient les bornes et de l'endroit où il voulait aller. Mais là, toi, tu amènes ça à un autre niveau où, de façon logicielle et avec une très grande précision, on va dire là où tu dois passer, le temps que tu dois arrêter. Donc, on va vraiment optimiser le trajet pour arriver finalement, au final, avec un déplacement total qui va être le plus court possible dans le temps, dans les conditions et avec l'environnement de recharge disponible. Donc, c'est vraiment intéressant. Écoute, je te remercie beaucoup, Francis. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais nous parler en terminant? En fait, je voulais juste mentionner que on évalue tous les chemins possibles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec Google Maps. Juste pour te donner une idée, s'il y a 100 bornes, il faut calculer 100 fois 100 trajets, donc 10 000 trajets, juste comme pour...
de trouver les chemins idéaux. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça avec Google Maps et qu'on utilise des données ouvertes. En tout cas, si il y a des gens qui seraient intéressés de participer au projet, mais comme c'est un projet ouvert, vous pouvez envoyer des courriels puis participer à la communauté. Excellent, Francis. On va mettre tes coordonnées puis le lien sur ton site GitHub pour que les gens puissent accéder aux sources si ça les intéresse. Puis pour la majorité des gens qui ne sont pas nécessairement ferrés en informatique, ben on mettra le lien du site web sur lequel sera hébergée l'interface là, qui va simplifier la vie à tout le monde prochainement. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, Francis. Je te souhaite une bonne fin de journée puis bonnes vacances à toi aussi. Merci à toi, Martin. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Soyez électrique au Mont-Tremblant le 21 juillet 2018. C'est de 10h à 15h au parc au fil de l'eau à l'arrière de l'hôtel de ville, 1145 rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant. Des essais routiers, kiosques et expositions. Journée d'essai d'information à Témiscouata-sur-le-Lac, c'est le 21 juillet 2018 aux Galeries de Témis, au secteur Cabano, essais routiers, voitures anciennes, motoneige antique de collection, terrasse musicale et de l'information sur les voitures électriques. Les jeudis branchés, c'est le jeudi 26 juillet 2018 au marché de la gare à Sherbrooke. Encore une fois, essais routiers, information donnée sur place par des bénévoles. Fête du quartier Saint-Bruno à Laval, c'est le 4 août. C'est au parc Lausanne de Laval, l'angle des rues Lausanne et Prudentielle, kiosque d'information sur les véhicules électriques. Le week-end des anciennes, c'est le 4 août 2018 à Rimouski de 10h à 16h, kiosque d'information et essais routiers. Festin sur rue le 4 août 2018 de 13h à 16h30 à Matane, kiosque d'information et essais routiers. Il y a un rallye 100% électrique au Grand Prix de Trois-Rivières le 9 août 2018. Toutes les informations sont également sur notre site web. Essais routiers à Sainte-Adèle, c'est le 11 août 2018 de 10h à 16h aux Places des Citoyens, 999 boulevard de Sainte-Adèle. Essais routiers, kiosques et informations. Saint-Roch-en-Fête, c'est le 11 août 2018 à Saint-Roch-de-la-Chigan. Les détails viendront bientôt. Et la fête champêtre de Terrasse Vaudreuil, c'est le 18 août 2018 à la plage du parc Gilles Dicker, Terrasse Vaudreuil, kiosque d'information, exposition de véhicules électriques. Et finalement, le circuit ouvert le 18 août 2018 de 10h à 16h à Cap-Santé, des essais routiers, kiosque d'information et conférences. Alors, ceci met fin à la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Régis Holstein et Francis Giraldo pour leur participation. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin@aveq.ca. Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute l'information de l'AVEC sur les véhicules électriques, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous aurez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.